L'île, c'est la quintessence du piège Epstein. Quiconque s'y rend se voit associé à la perversité de l'individu. Dès lors, comme on dit, Epstein a des dossiers. Certains courriels publiés montrent d'ailleurs parfaitement qu'il savait faire chanter ceux qui s'en étaient allés à se rendre chez lui. Bill Gates, Bill Clinton. On poursuit avec votre analyse, Régis Le Sommier. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Liselotte. Toujours sur le même sujet, cette affaire Epstein. Oui, alors avec un angle un petit peu particulier, puisque moi j'ai choisi d'essayer de comprendre, de vous donner des éléments ce matin pour essayer de se dire finalement, est-ce que ces dossiers servent Donald Trump ou est-ce qu'ils le desservent? Voilà. Parce que, évidemment, Donald Trump est lié à Jeffrey Epstein. On va essayer d'analyser, de voir un peu qu'est-ce qui se passe. Alors, on va commencer, on va revenir aux origines. Nous sommes au milieu des années 80. Donald Trump et Jeffrey Epstein partagent le fait de vivre à New York et d'avoir des résidences secondaires en Floride. Ils fréquentent les mêmes cercles. L'un est magnat de l'immobilier, l'autre est un golden boy de la finance. C'était d'une époque, il faut se replacer, de faste. Trump misait, dépensait, construisait. Il a failli par 2 fois se retrouver au bord de la faillite. Et Epstein, lui, appartenait à ces clubs de financiers outranciers qu'on trouve grimés à merveille sous les traits dans le film American Psycho avec l'acteur Christian Bale, alias Patrick Bateman, et également dans, évidemment, le roman d'où est tiré ce film de Bret Easton Ellis. Donc, c'était l'époque American Psycho. Donc ces gens-là se donnaient des airs de figurer au sommet du monde. Or, de simples professeurs de mathématiques au départ, Epstein avait gravi les échelons de Wall Street en un rien de temps. Il ne va pas tarder d'ailleurs à mettre au profit sa fortune au service de ses pulsions les plus sordides. La vraie question qu'on peut se poser, c'est Trump l'a-t-il su à l'époque ? Et là, rien ne l'indique. Alors, parce que Epstein présentait toute la gamme des célébrations, entre guillemets, du rendez-vous d'affaires aux séances de viol impliquant des mineurs, en passant par des fêtes somptueuses où les femmes étaient nombreuses, jeunes, parfois très jeunes. Trump était de ces fêtes-là. Alors on a vu certaines photos dérangeantes qui en attestent, mais si le milliardaire de l'immobilier a bien accompagné Epstein à bord de son jet, le fameux Lolita Express, au moins à 7 reprises ces années-là, ce ne furent que pour des vols de New York à Miami et non pas des excursions sur fond d'orgie de mineurs sur l'île maudite d'Epstein. C'est d'ailleurs la ligne de défense principale de Donald Trump, je n'ai jamais été dans l'île. De plus, si les deux ont été bons amis, leur relation se dégrade fortement dès 2004. En 2007, Trump chasse Epstein de Mar-a-Lago. Sa propriété, d'ailleurs, il faut, pour un petit élément pour réaliser, se trouve à seulement 3 kilomètres de celle d'Epstein à Palm Beach. Donc, ils ne sont pas exactement voisins, mais ils sont très proches. Alors, apparemment, l'origine de la rupture se situerait justement dans l'agression par Epstein dont aurait été victime une jeune fille du club auquel les deux hommes appartenaient. Il faut dire que Trump a des raisons d'être méfiant. Epstein a été condamné pour sollicitation de mineurs en 2006 au terme d'un procès assez médiatisé à l'époque et placé 2 ans plus tard sur le fichier des délinquants sexuels. Cette première condamnation a été, je l'ai dit, l'objet d'une procédure depuis plusieurs années. Les premiers enquêteurs ont été menacés par des autorités à la botte du milliardaire, car Epstein arrose tout le monde. C'est sa technique. Il viole les filles, il les réduit en esclavage, avec sa complicité notamment de sa compagne Ghislaine Maxwell, mais en retour, il les paye, au point que certaines décrivent, au-delà des sévices, une atmosphère presque familiale à Palm Beach. Il paye aussi les policiers du comté, les juges, et sans l'intervention du FBI et de quelques magistrats courageux, les plaintes déposées à l'époque par ces victimes auraient été classées. Alors c'est à Palm Beach véritablement que, et c'est très important d'en revenir à ça, que le pédophile a bâti la structure de son organisation du vice. Il cible évidemment des filles pauvres à qui il demande de ramener avec elle d'autres filles. En tout, plus de 1000 filles auraient été concernées dans les années 90. Epstein utilise en revanche son appartement de New York pour approcher les milieux d'affaires.
comme il le fera au début des années 2000 en achetant le fameux appartement, vous savez, au 22 avenue Foch à Paris. Alors, lorsque Jeffrey Epstein est arrêté en 2019 à New York, c'est à la sortie d'un vol d'ailleurs qui arrive de Paris. On s'étonne d'ailleurs qu'il n'y ait pas eu plus d'enquêtes dans le cadre de l'affaire Epstein qui a été déjà jugée sur le volet parisien, hein, car l'appartement de l'avenue Foch, il l'a acquis d'abord dans le but d'y recevoir des hommes d'affaires moyen-orientaux, russes, de l'Est, pour ses affaires. Et en fait, il a un majordome qui gère son appartement depuis 18 ans. Mais parmi tous ces lieux de résidence, Jeffrey Epstein a vraiment un faible pour Paris. La mère de Ghislaine Maxwell, rabatteuse du réseau de jeunes filles, est française. Le couple aimait flâner dans les rues de la capitale, mais ce n'est pas tout. En France, Jeffrey Epstein, on s'en souvient, avait un autre rabatteur, en la personne de l'ancien agent français de mannequin Jean-Luc Brunel, accusé par plusieurs top modèles. Il a été mis en examen en juin 2021 pour viol sur mineur de plus de 15 ans. Aux États-Unis, dans l'affaire Epstein, Brunel sera accusé par aussi 2 femmes d'avoir joué le rôle de rabatteur, amenant aux États-Unis des jeunes filles venues de milieux modestes, toujours le même scénario, en leur faisant miroiter l'espoir de travailler dans le mannequinat. Que ces jeunes filles soient mineures ou pas, peut lui importer. Qui se ressemble s'assemble. Jeffrey Epstein et Jean-Luc Brunel utilisaient les mêmes méthodes de recrutement. Ainsi, une des victimes d'Epstein, Victoria Robert Giuffry, dit se souvenir d'avoir rencontré 3 jeunes filles de 12 ans que Jeffrey Epstein aurait fait venir en avion pour son anniversaire par l'intermédiaire de Jean-Luc Brunel. Dernier détail, Jean-Luc Brunel finira par se suicider dans sa prison, dans sa cellule de la prison de la santé, comme Epstein. Et Donald Trump dans tout ça. On l'a dit, il a rompu avec Epstein définitivement en 2007. Ça l'exonère quelque peu de la trace de boue qu'Epstein semble laisser sur toutes les personnes qu'il fréquente. Surtout, on l'a dit, il assure n'être jamais allé dans l'île. L'île, c'est la quintessence du piège Epstein. Quiconque s'y rend se voit associé à la perversité de l'individu. Dès lors, comme on dit, Epstein a des dossiers. Certains courriels publiés montrent d'ailleurs parfaitement qu'il savait faire chanter ceux qui s'en étaient allés à se rendre chez lui. Bill Gates, Bill Clinton, Noam Chomsky. Clinton d'ailleurs dans un des courriels, Epstein dit qu'il aimait les filles jeunes. Voilà. Michael Jackson, il y a aussi le magicien David Copperfield, Stephen Hawking ou encore le coiffeur des stars Frédéric Fekkai. Le prince Andrew est évidemment de la partie et dans les documents publiés, il apparaît à 4 reprises en compagnie de filles qu'on devine très jeunes. Elles sont masquées derrière un voile noir, mais on comprend simplement en regardant les photos. Mais revenons à l'appartement avenue Foch. Si en effet Jeffrey Epstein, comme à New York, qui recevait des hommes d'affaires, il lui est arrivé de prêter son domicile parisien pour des échanges d'une toute autre nature, en attirant par exemple des personnalités britanniques. Ainsi, parmi les documents rendus publics par la justice américaine, on découvre Lord Mandelson en slip et en t-shirt, avec un iPad à la main qu'il montre à une jeune fille en peignoir, dans le salon de l'appartement parisien d'Epstein. Mandelson a occupé entre janvier et juin 2025 le poste d'ambassadeur britannique à Washington. Aussitôt après les révélations, il a annoncé qu'il quittait son siège à la Chambre des Lords. Et ce n'est pas uniquement à cause de la photo fâcheuse d'ailleurs, parce qu'on va comprendre encore comment le piège Epstein se referme sur ceux qui le côtoient. Car, comme souvent avec Epstein, affaires et plaisirs ne sont jamais éloignés. Ainsi, lorsque Peter Mandelson était ministre du Commerce dans le gouvernement de Gordon Brown, il aurait fait fuiter à Epstein des courriers adressés directement au Premier ministre. Le Financial Times affirme qu'à un autre moment, il aurait suggéré à Jeffrey Epstein de demander au patron de menacer légèrement le ministre des Finances britannique, le tout évidemment moyennant de grasses rémunérations. Cette révélation va aboutir hier à la démission du chef de cabinet de Keir Starmer, le Premier ministre britannique est très affaibli avec cette affaire. Ce chef de cabinet est accusé d'avoir suggéré le nom de Mandelson pour le poste d'ambassadeur britannique à Washington, tout en ayant connaissance des faits. La mise à disposition du public du dossier Epstein et quelques 3 millions de documents ne s'est pas faite d'un seul coup. Revenons à Donald Trump, qui avait fait de cette divulgation, comme de celle du dossier Kennedy, une promesse de campagne, accusant ouvertement les démocrates de ne pas l'avoir fait, car ils avaient, selon lui, des choses à se reprocher. Une fois élu, cependant,
peut penser qu'en ayant connaissance du contenu des documents, Trump a hésité, y figurant parfois plusieurs milliers de fois. Ne risquait-il pas lui-même d'être associé aux pédocriminels ? Premier à exiger de Trump, on l'a oublié, que ces documents soient rendus publics, c'est Elon Musk, lui-même cité dans les documents. Ce point est d'ailleurs à l'origine de leur dispute. J'ai retrouvé l'email, le post sur X que Musk avait écrit sur Trump. Il disait « Il est temps de lâcher la grosse bombe. Trump est dans les dossiers Epstein ». Donc ça c'est Musk qui avait rendu public cette vérité. C'est la véritable raison pour laquelle ils n'ont pas été rendus publics, avait-il écrit. La Maison Blanche à l'époque avait regretté qu'ils tiennent des propos et Trump l'avait accusé d'avoir perdu les pédales. Pourtant, quand on y réfléchit bien, les deux hommes se sont réconciliés depuis. On les a vus récemment à un mariage ensemble. La base MAGA de Trump a elle aussi protesté du retard de la publication de ces documents. En donnant son accord pour la publication vendredi dernier par le ministère de la Justice américain, Donald Trump a fait le pari, en fait, que ces documents feront plus de mal à ses adversaires qu'à lui-même. Et Elon Musk aussi, qui dès le premier jour de la publication, ça aussi il faut regarder le timing, s'est exprimé pour expliquer qu'il avait toujours refusé les sollicitations d'Epstein. Alors on peut se demander si au départ les deux hommes n'étaient pas complices, Musk mettant la pression pour la publication, Trump feignant l'hésitation pour préparer une défense en béton et, in fine, autoriser la publication. Avec cet étalage de grandes sommes figurant dans les combines d'Epstein pour des affaires visant le pouvoir ou l'enrichissement, sans nécessairement visiter l'île maudite ou se livrer à des passions pédophiles, on peut faire le constat que nombre des élites se caractérisent aujourd'hui par leur capacité à se faire corrompre. Tout le monde a pu voir qu'il existe pour de vrai une élite transfrontalière dont les perversions et les magouilles se font dans le dos des peuples, avec un rapport plus que lointain avec la démocratie. À ce titre, le dossier Epstein n'est pas qu'une affaire de mœurs, il est aussi, hélas, le reflet de ceux qui nous gouvernent. À noter enfin, et pour finir, qu'il reste environ 2,5 millions de documents qui n'ont pas été encore sortis. Trump peut ainsi laisser les personnalités citées se construire une défense. On l'a vu balbutiante avec Jack Lang, qui a in fine été obligé de démissionner de son poste à la tête de l'Institut du monde arabe, et ensuite publier d'autres documents qui viendront fragiliser cette défense. Il est clair qu'il possède entre les mains une arme redoutable. 80% des individus visés lui étaient hostiles, une bonne partie appartenant à une sphère, on va dire, démocrate globaliste. Merci Régis pour cette chronique qui résume déjà parfaitement toute l'affaire et puis effectivement qui nous explique bien quelles peuvent être les influences ensuite sur Donald Trump. N'empêche que, vous l'avez très bien dit, le pari qu'aujourd'hui fait Donald Trump, c'est de se dire que ça affaiblira plus ses adversaires que lui-même. Est-ce qu'il n'a pas conscience que d'une façon ou d'une autre, ça l'abîmera quand même un peu au passage ? Oui, mais je pense que Donald Trump est un personnage qui d'abord dans sa vie n'a jamais souhaité apparaître comme le chevalier blanc. Il veut casser un système. Il a décidé de s'attaquer à l'État profond. C'est une des caractéristiques de son deuxième mandat, puisque le premier mandat, il l'avait, on va dire, passé, oui, ce mandat s'était déroulé avec un Donald Trump acculé presque par l'État profond, avec des journaux comme le New York Times, le Washington Post, qui étaient véritablement contre lui et qui finalement le cornaquaient dans un coin. Il n'avait pas pu s'organiser. Il a préparé son retour. Les dossiers Epstein font partie de cette préparation. C'est des choses. Et je pense qu'il y a eu, voilà, le vrai calcul de Trump, c'est ça. C'est oui, il est impliqué avec Epstein. Oui, il a participé. Il a été très très ami avec le milliardaire. Les deux d'ailleurs ont fait état dans des diverses interviews à l'époque d'admiration mutuelle. Mais il y a le point de rupture qui aujourd'hui quelque part protège Donald Trump.
Est-ce que il y a des photos de Donald Trump dans des positions beaucoup plus compliquées à défendre? Je n'en sais rien. Je sais qu'on le voit avec des filles quand même très jeunes dans des films de l'époque, mais on ne voit pas Donald Trump à l'image, par exemple, de Peter Mandelson ou le prince Andrew debout sur des filles, en train de, on imagine ce qui se passe avant ou ce qui s'est passé avant ou ce qui va se passer après. Il y a pas ça avec Donald Trump. Est-ce que ça existe ou est-ce que ça n'existe pas? C'est toute la question. Maintenant, je pense que il y a une certaine méfiance. C'est intéressant parce que il y a 2-3 éléments comme ça qui montrent que dans cette sphère globaliste, des élites globalisées, on connaît la réputation d'Epstein. Je prends un exemple assez net aussi, c'est celui de Bruno Le Maire. Ouais. Bruno Le Maire qui est alors, pardonnez-moi les dates, je les ai peut-être un peu oubliées, mais en tout cas, Bruno Le Maire, Jeffrey Epstein cherche à se mettre en contact, il fait toujours ça, par un intermédiaire avec Bruno Le Maire. Il utilise un homme d'affaires émirati à Paris, qui va essayer d'organiser une rencontre, mais en fait, la rencontre va se faire à New York via un personnage qui aujourd'hui est sur la sellette, qui est un ancien conseiller à l'Élysée, qui s'appelle Olivier Colomb, et Olivier Colomb va véritablement provoquer la rencontre entre Jeffrey Epstein et Bruno Le Maire à New York. Cette rencontre a lieu dans l'appartement new-yorkais de Jeffrey Epstein. Faut bien considérer bien comprendre qu'avec Epstein, il y a ce qu'on appelle des antres. Palm Beach en est une, New York en est une, l'appartement à Paris en est une, et pour couronner tout ça, le sommet de la pyramide, évidemment, c'est l'île. Donc la géographie d'Epstein, elle se compose de cette façon. Il y a aussi un petit volet Marrakech sur lequel, à mon avis, on apprendra un peu plus au fur et à mesure que les choses vont se déballer autour de Jack Lang. Mais en tout état de cause, c'est comme ça que ça se fait. Et là, qu'est-ce que fait Epstein? Il réunit chez lui des financiers new-yorkais et Bruno Le Maire, à l'époque ministre de l'économie, accepte de se rendre dans cet appartement. Mais le détail intéressant, c'est que Bruno Le Maire donc arrive dans l'appartement, reconnaît certains financiers et au moment où il voit Epstein, il opère une retraite prudente. Et il quitte l'appartement, prétextant, on ne sait pas trop quoi. Il n'a pas été véritablement interviewé là-dessus. J'ai pas vu de remarques de sa part, mais en tout cas, il n'est pas resté dans l'appartement quand Preuve il a vu. qu'il savait que Jeffrey Epstein était un personnage sulfureux. Et comportait donc la défense de Trump, à mon sens, est crédible. Elle montre que certaines personnes, je crois qu'il y avait la marque Hermès également qui intéressait beaucoup Epstein et qu'il avait proposé d'organiser. Il avait fait un grand don. Voilà, et qui a été refusé par la maison en Hermès. raison parce que il est clair que dès 2006 pour la condamnation et l'inscription au fichier des délinquants sexuels en 2008, Jeffrey Epstein, c'est une notoriété publique, on sait que ça existe. Donc là, vous avez c'est pour ça que même la défense de Jack Lang qui explique qu'il est tombé des nues et qu'il n'en avait pas connaissance, c'est vraiment le niveau de déconnexion plus total. Il continue de nous prendre pour des cons, pardonnez-moi. Mais, ah oui, alors sans compter que lui, ça fait 50 ans qu'il est qu'il est visé pour ce genre d'affaires. Voilà, et que on sait qu'il a bénéficié d'une extrême protection et qu'on le retrouve je crois que c'est 680 fois mentionné et sa fille 2000 fois. Donc les relations étaient quasi familiales. D'ailleurs, Epstein le disait dans certains de ses emails. Avec Jack Lang, c'est la famille. Enfin, voilà, il y avait, on ne bâtit pas, on ne crée pas une société comme ça avec des gens en qui on n'a pas confiance. Donc là, c'est accablant. Mais ce qui est intéressant avec la réaction de Bruno Le Maire, c'est de se dire, voilà, il est ministre de l'économie, il ne peut pas se compromettre avec des personnes au pédigré douteux, et il sait qu'Epstein, voilà, et Donald Trump aussi, puisque voilà, il y a une rupture voilà, entre 2004 et 2007, il y a quelque chose qui se passe, alors qu'avant, ils ont été effectivement très copains. Pour le peuple américain et puis même français, c'est quand même
enfin, il y a une rupture de confiance qui est certaine. C'est-à-dire que même si Trump ne se retrouve pas personnellement visé par les fichiers qui seraient révélés, il va quand même y avoir probablement ce mouvement de recul des populations qui se disent mais en fait qui peut-on croire désormais? Et puis surtout, voilà, ce qu'on nous expliquait être du complotisme de bas étage pendant des années, en fait, il s'avère que non seulement c'est vrai, mais en plus, l'horreur va peut-être même bien au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. Oui. Et dans quelle mesure est-ce que cette confiance brisée, elle pourrait pas aussi atteindre Donald Trump Alors, c'est possible. Je ne sais pas quelle va être la réaction des Américains. Lui-même a réagi à la publication en disant il est temps de passer à autre chose. Ouais, On a c'est d'autres peut-être un peu problèmes. rapide pour les Américains. Laissons quand même les gens digérer Ouais. et laissons les gens aller voir. Parce que là aussi, ce que les journalistes ne veulent pas nous dire, il suffit d'aller sur le site du ministère de la Justice américain et de prendre, de rentrer un nom et de regarder ce qui s'est dit ou ce que Jeffrey Epstein a dit de cette personne. On Pourquoi peut se cette rendre compte. volonté justement de rendre ça public au point de rendre accessible à toute la planète ces fichiers? Est-ce qu'il y a une stratégie politique derrière ça? Bah, je pense que oui. Moi, enfin, voilà l'analyse que je vous en livre. Moi, pour moi, Donald Trump a bâti on va dire son pédigré politique dans l'idée de mettre à bas le deep state. Et donc, Epstein est l'incarnation de cet état profond. Puisque ça remonte jusqu'aux banquiers, jusqu'à la famille Rothschild, qui est très éclaboussée dans cette histoire. Donc on est vraiment dans le cœur nucléaire de dans la matrice de la façon dont fonctionnent les élites mondialisées, on va dire. Et elles sont quasiment toutes mondialisées. Et Trump, lui, s'oppose à ça. Trump veut, tout en ayant été au départ éduqué dans ce milieu, a souhaité assez tôt rompre finalement avec ce milieu familial, milieu d'affaires new-yorkais dans lequel il est né. Il s'est placé assez rapidement, on peut pas lui dire qu'il fait semblant, du côté de l'américain moyen, du côté de l'oublié de la mondialisation. Ça, je parle des thématiques qui l'ont amené au pouvoir, notamment en 2016, face à Hillary Clinton. Hillary Clinton représentait déjà à l'époque, et elle représente toujours, puisque les Clinton sont largement impliqués dans les dossiers Epstein. Ils vont d'ailleurs témoigner devant le Congrès. Le Congrès a ouvert d'ailleurs une enquête. Donc tout ça va se faire en transparence. Hein. C'est ça l'avantage du système américain, c'est que quand un scandale est révélé, il y a une vraie commission. Je ne dis pas qu'en France, il n'y en a pas, mais souvent on a l'impression que c'est un peu passé à l'as, ou ça passe assez vite à la trappe, et surtout il n'y a aucune conséquence. Là, on va voir des choses, donc c'est pas fini. Les conséquences de l'affaire Epstein ne sont pas finies, mais Donald Trump s'est placé dans l'idée d'une régénération du personnel politique et dans l'idée avec comme objectif America First, les intérêts américains, et il se tient à cette ligne directrice. Ce qui est intéressant, c'est que Donald Trump a commis des excès, sans doute pendant sa jeunesse, a connu cette période de folie des années 90, l'âge des milliardaires. Alors aux États-Unis, ils en avaient 10, 20, 30, 50 des milliardaires. Nous, à l'époque, on en avait un seul, c'était Bernard Tapie. Et souvenez-vous, c'était inhabituel cette façon américaine de faire de la politique. À l'époque, c'était la pleine gloire de Donald Trump. On construisait des tours partout, des casinos. Donald Trump avait eu l'idée assez géniale de faire de son nom une marque. Bref, c'était l'époque du capitalisme triomphant, sans frontières, et tout ça est révélé et rappelé par les Epstein Files à tous les coins de tweets. On comprend qu'il y a une impunité totale, qu'il y a l'idée d'opérer dans un monde de puissants totalement déconnecté des populations, ou alors qui se connectent aux populations à travers ces filles pauvres dont les familles sont dysfonctionnelles, dont les mères sont souvent il faut regarder le documentaire, je le recommande, sur Netflix sur l'affaire Epstein, où on voit les témoignages de ces filles, des longs témoignages qui expliquent
expliquent que leur milieu les pousse à aller chez Epstein, parce que chez Epstein il y a de l'argent, que les parents sont soit des drogués, soit n'existent pas. Et au départ, ça commence toujours de la même façon. Je reviens sur l'épisode Palm Beach, avec salle de massage, caméra dans toutes les pièces, etc. Et progressivement, la fille commence à faire partie de la structure. Elle ne peut pas s'échapper. Et surtout, Epstein utilise l'argent roi, vraiment qui à l'époque ne connaissait aucune limite, pour acheter ses victimes et acheter aussi les responsables autour qui pourraient venir nuire à son business. C'est ça qui est incroyable. Ce qui est fou aussi, c'est que quand on sait les premiers, on regarde les procès, donc je rappelle 2006, 2008, là Epstein est désigné, il y a un long procès en Floride. Quand on veut bien s'y intéresser, même si la peine qu'il reçoit est complètement en deçà du mal qu'il a causé, impliquant dans son réseau près de 1000 filles. On est quand même dans des il y a dans le documentaire, il y a une des filles qui dit j'ai ramené 40 je lui ai ramené 40 filles. Donc s'il faisait ça à chacune, c'est sûr que ça fait exponentiel et voilà. monstrueux. Et ensuite donc il en fait profiter ses amis dans le but de les faire chanter. Et là c'est toujours le même système. J'ai ça sur toi, donc tu vas m'obéir, donc tu vas faire ça, etc. Je pense que l'exemple britannique de à la fois Peter Mandelson et surtout le prince Andrew, là on est vraiment dans la quintessence du système du système Epstein. Il n'est pas parvenu en France à aller à ce point, à corrompre les élites à ce point. On sait qu'il a été en contact avec Emmanuel Macron, on sait qu'il lui a adressé des emails. Emmanuel Macron, pour le moment, l'Élysée essaye de déclencher des contre-feux, on le voit bien. Le lâchage de Jack Lang est une des conséquences de ça. On se dit on va lâcher Jack Lang, comme ça on n'ira pas plus loin. Mais je ne crois pas, très sincèrement, de ce que j'ai vu, peut-être qu'il existe d'autres choses, mais que le gouvernement français ait été aussi impliqué, aussi permissif aux avances de Jeffrey Epstein que l'ont été les Britanniques, jusqu'à aujourd'hui bien fragiliser à l'extrême le gouvernement Keir Starmer, au point qu'on puisse envisager dans les jours peut-être qui viennent ou dans les semaines qui viennent une démission du Premier ministre. Dans tous les cas, il y a quand même eu une certaine complaisance vis-à-vis de Jeffrey Epstein. Vous l'avez rappelé, il y a quand même probablement certaines choses qui se sont déroulées dans son appartement avenue Foch, et on s'étonne qu'il n'y ait pas encore d'enquête plus poussée à ce propos. Mais ça révèle aussi, vous l'avez mentionné, tous ces liens en fait de l'état profond. C'est-à-dire que toutes ces personnalités, que ce soit directement ou indirectement, se retrouvent liées entre elles. On parle de Rothschild qui va se retrouver éclaboussé par cette affaire Epstein. Rothschild qui est aussi extrêmement lié à Emmanuel Macron. Et puis quand on tire la pelote, finalement, on voit que toute la grappe est susceptible de venir, que ce soit pour des raisons plus humaines de pédophilie ou bien des raisons purement financières. Oui, bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi les contre-feux qui ont été allumés depuis longtemps avec ces fameux fact-checkers qu'on connaît bien et qui ont du mal à se défendre parce que ce contre quoi ils ont lutté se révèle étalé au grand jour, et qui sont bien obligés d'admettre que dans leurs adversaires avaient raison en fait finalement, et qui sont liés aussi à des groupes et des intérêts bien compris. Donc voilà, qu'on est vraiment dans un déballage qu'on n'a pas fini de commenter, et dans cette histoire, je pense que c'est j'ai entendu Philippe de Villiers sur CNews expliquer qu'il n'y en avait pas 10% qui avaient été révélés, que le gros allait suivre. On se demande ce que ça va être, parce que déjà les 10% c'est violent. On réalise comment l'état de notre monde, qu'est-ce qui va suivre. Oui, c'est absolument effroyable. Merci beaucoup Régis, en tout cas de vous plonger dans toutes ces affaires pour nous en présenter un condensé si clair. On se retrouve la semaine prochaine, mais qui sait, d'ici là on aura peut-être à nouveau de gros dossiers à commenter, et on le fera avec vous avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci Lisotte.